dans Next Episode, votre nouveau podcast. Nouveau, plus tant que ça maintenant, on est un peu des vieux de la vieille, consacré aux séries télé. C'est tous les mardis à 19h sur Séance Radio. Partout, tout le temps sur Internet, à retrouver à la demande sur vos applications favorites, Apple Podcasts, SoundCloud, Podcast Addict, etc. Ici, on débriefera souvent, on analysera, aujourd'hui très peu, vu le personnel disponible. On s'écharpera évidemment, mais tout ceci dans le respect du produit. Aujourd'hui, on parle de Celle qui ose. Oui, c'est la tentative de titre traduit de la série The Bold Type, dont la saison 2 est en cours de diffusion sur Freeform et Amazon Prime chez nous. L'histoire de 3 jeunes femmes, de leur quotidien dans un grand magazine féminin. Et pour en débattre, ceux qui osent la soca dance, Perrine Kenson et Roland Crowe. Bonjour. Bonjour. Jusqu'à ce que mort s'en suive, la soca dance. Sachez-le, il fallait pas en parler. C'est une danse de saison. Soca dance represent. Je vais t'en faire des t-shirts. Avant d'oser tous ensemble, l'info du jour. Elles reviennent le 27 juillet. Elles, ce sont les détenues du pénitencier de Litchfield qui vont donc a priori être relogées. No spoiler, mais bon, à la fin de la saison 5, il y avait quand même quelques indices. Et pour annoncer cette saison 6, Cindy et Suzanne rendent hommage à Johnny. What's up, Suzanne? I have a problem. Black is black. I have no hope left. I know life is tough as wood sometimes, but I promise I will be here for you always. No, see, I was born on the streets. I had to fight back. Oh, Mary, if you only knew the pain I had to go through. Perso, je suis déjà en fusion, tel que vous me voyez, mais vous, l'attendez-vous, cette saison 6 ? Pas du tout. Oh, super, merci Ronan Crowe. Mais non, moi j'ai arrêté Orange is the New Black. Pourquoi parce que ça tourne en rond, parce qu'on a compris. Ça tourne en rond, forcément, elles sont dans une prison. On n'est pas dans les grands tu espaces viens de non décrire plus. tout le problème de cette série, c'est qu'au bout de 2-3 saisons, elles ont plus rien d'autre nouveau à raconter. Elles vendent des culottes, c'est génial. Mais moi je suis content pour elles, tant mieux que ça continue, mais ce sera sans moi, mesdames. Oh, bon, alors lui. Perrine. Moi je l'attends comme j'attends la saison 1, puisque j'ai toujours pas regardé Orange is the New Black. Tu sais que je suis très jalouse du coup. Ah oui, je suis une vierge de. T'as ça à découvrir, c'est quand même pas mal. Tu viens de dire je suis une vierge d'Orange is the New Black. Oui. Bon, là-bas, tu resteras pas longtemps vierge, à mon avis. Oh bah super, allez, on y va les vannes sur la prison, n'importe quoi. Allez, tout de suite, d'autres filles, d'autres chaînes. Oui, on est dans la métaphore, bande-annonce. My women. It was a good interview. You made it about you. No, I was trying to... I made a mistake recently in thinking that you'd be a good fit. It was just awkward introducing your parents to your girlfriend. Mom, Dad, this is Adina. So there's a $500 miscellaneous charge on the credit card. Put a few party favors on the bill. La première saison de The Bold Type nous présentait Jane, Kat et Sutton, qui travaillent toutes pour le magazine féminin Scarlet et son univers impitoyable, la vie, l'amour, le taf. Et dans la saison 2, alors, ça ose toujours ? Ouais, c'est le meilleur lancement. J'aime bien le... Non, mais moi je suis assez partagé sur cette série qui est un peu en fait l'adaptation de ma vie, c'est-à-dire des journalistes branchés, décalés, tendances, qui règlent des problèmes. Dans quelle dimension ? Dans ma vie parfaite à peu près. Okay, d'accord. Non, mais c'est un truc improbable, c'est-à-dire que faut vraiment, si vous n'avez jamais regardé The Bold Type, donc Celle qui ose, j'apprends que ça s'appelle Celle qui ose. C'est le sous-titre. The Bold Type, Celle qui ose. Ouais, elles osent vachement. C'est dans un monde en fait qui n'existe pas, c'est-à-dire que ça se passe donc à New York dans un grand magazine féminin et en gros elles passent leur journée à boire des jus bio, à essayer des vêtements de marque, à parler d'orgasme et à se demander si finalement ta vie donc effectivement. Ma vie effectivement, mais il y a un problème d'écriture dans la série mais qui rend en fait la première étape, c'est que quand vous commencez à regarder ça vous vous dites qu'est-ce que c'est que cette merde, mais vraiment c'est une honte de montrer. Tu le vends bien. Oui, non mais attention, il y a deux Je précise effets. Pour tous ceux qui nous écoutent, en fait ce sont donc Perrine Kenson et Ronan Crowe qui m'ont dit faut absolument qu'on parle de cette série. Laisse-moi développer le contre-effet, c'est-à-dire qu'au début on trouve ça ridicule, on trouve ça too much, on trouve ça trop sucré, un peu quasiment au deuxième degré, on a envie de se marrer, et puis bon an mal an, en fait, on se fait attraper par la série. J'ai mis bon an mal an, c'est pour montrer quand même que j'ai un peu de vocabulaire dans cette émission. Ouais, c'est vrai. Et en fait, on se fait avoir parce que ça marche, parce que c'est une espèce de pep talk, c'est 40 minutes de pep talk sur t'es une meuf géniale, tu peux tout supporter, le racisme c'est pas bien, le féminisme c'est cool. Enfin voilà, moi j'ai besoin de ça, donc c'est ma dose de pep talk par semaine. Le racisme, c'est mal. J'ai besoin de le savoir. Et donc, tu ne réponds pas à ma question sur la saison 2, en fait. C'est la même, c'est-à-dire... voilà. Tu le vends vraiment définitivement très très bien. Là, par exemple, c'est le consentement entre lesbiennes, c'est important, le body positivisme, c'est vachement bien, et être pigiste, c'est quand même pas très cool. Et ça, c'est un peu le nouveau truc qui fait que je me raccroche à cette série à nouveau. Surtout, le pigiste, c'est pas facile. C'est peut-être le seul truc un peu tout à fait réaliste dans la vie de ces personnages, quand même, depuis le début. Encore,
Elle boit des cafés qui coûtent plus cher qu'un article. Oui, mais bon, elle y arrive pas non plus. Elle est obligée d'acheter un petit bout de gâteau pour rester dans un café. Donc ça te parle, Perrine, ça me parle. Oui, ça me parle beaucoup. Je me suis beaucoup identifiée. Mais sortie de ça, non, je trouve que la saison 2, justement, par rapport à la saison 1 où je suis relativement d'accord avec toi, enfin plus ou moins, je trouve que justement moi j'ai jamais eu envie de vraiment de rigoler. Enfin c'est un petit peu oui, elles sont un peu too much, oui, elles ont des tenues que je porterai pas jamais dans la vie parce que d'une, j'ai pas les moyens, et de deux, clairement je sais pas qui porte ça dans la vraie vie, mais c'est en public et que les gens te voient comment t'es habillé, donc ça marche pas en fait. Bah donc c'est pour ça marche bien. On a interdit les vannes sur les vêtements. Ah putain, c'est vrai. Ouais, sinon j'attaque ton physique. Et donc c'est pas body positive, hein, pardon. T'inquiète pas, je vais te positiver moi. Et ce que je veux dire, c'est qu'en soi c'est un peu justement des grands thèmes, là tu l'as dit, body positive, racisme, etc. 101, c'est-à-dire moi c'est ce que j'apprécie dans cette série, c'est qu'elle est jamais ok, c'est pas la série la plus subtile sur les sujets, c'est pas tout ça, mais au moins elle donne des grands axes, des grands trucs, et elle facilite c'est presque pédagogique. Il y a un truc où on t'explique avec des gros traits, des gros surligneurs, en t'expliquant un petit peu tout ça, mais c'est très bien parce qu'il y a des gens qui sont pas du tout éduqués là-dessus, et je trouve que c'est pas plus mal. En fait, hein, mais non, mais pas du tout. Je trouve que c'est très bien. Au contraire, elle a une volonté, oui, pédagogue. Enfin, en tout cas, elle a un minimum éducatif que je trouve qui est pas si mal, et que je trouve pas désagréable du tout, avec des personnages qu'on a quand même envie d'aimer, alors qu'on pourrait se dire ça peut être 3 pétasses, et pas du tout. Donc en fait, attends, ce sont 3 pétasses. Mais pas tant, mais non, pas tant. Je trouve un peu dur. Et par contre, je trouve que la saison 2, malheureusement, là où la saison 1 justement abordait les sujets comme ça, moi ça m'intéressait quand même plutôt pas mal. Là, la saison 2, elle a trop compris ce truc-là, et maintenant, ils étaient déjà pas subtils dans la saison 1, mais alors la saison 2, c'est magique d'absence de subtilité. Là, c'est vraiment, il y a quand même dans la saison 1 tout un truc autour d'un personnage, donc d'une artiste plasticienne voilée, immigrée, illégale, lesbienne. C'est quand même pas subtil non plus. Enfin, non, c'est pas subtil, mais en soi, mais je trouvais que c'était plutôt bien amené, parce que derrière c'est amené qu'une histoire de romance, etc. Donc pourquoi pas. Et c'était pas que sur elle. Là, c'est-à-dire que vraiment on a un épisode, une thématique très forte, et résultat on sort jamais là le dernier épisode c'était sur le white privilege, parce qu'il y a le personnage qui arrive à décrocher un job, enfin à décrocher un entretien, et qui l'a pas parce que le magazine pour lequel elle veut travailler préfère la diversité, enfin veut aller vers la diversité, et elle se vénère là-dessus. Donc après on fait tout un truc sur le white privilege, sauf qu'à un moment donné ils oublient de raconter une histoire, ils sont juste en train de te raconter ça. Alors pourquoi pas, moi c'est intéressant, mais ils oublient de raconter une histoire. Parce que si je peux me permettre, l'argument qui avait été beaucoup mis en avant sur la saison 1, c'est The Bold Type est inspiré de la vie de Joanna Coles, l'ex-rédactrice en chef de Cosmopolitan. On nous a déjà fait ce coup-là quand même d'adapter ça s'appelait Le Diable s'habille en Prada. C'est vraiment cruel, sa vie, cette dame a une vie merveilleuse, hein. C'est-à-dire que vraiment il y a un truc, enfin, prenez 5 minutes de la série, les 5 premières minutes du premier épisode, elles sont en robe qui coûte plus cher qu'un SMIC à mon avis, et elles se baladent dans le métro et elles font une crise de nerfs, et donc elles hurlent face au métro, et c'est ça The Bold Type, elles osent, parce que tu comprends, elles sont badass, elles sont bien habillées mais en même temps un peu rebelles. C'est ridicule. Mais le ridicule de la série, je pense qu'elle l'a complètement intégré. On n'a pas parlé de ce merveilleux personnage de rédactrice en chef qui est joué par Melora Harding, qui est donc une sorte de je sais pas, de Gandalf de la presse féminine. Elle te donne des conseils. Elle a une barbe? Bah, non, elle fait j'ai jamais vu ça. Moi, j'adorerais que mes rédacteurs en chef fassent ça. Elle fait du step en même temps. Elle marche sur un tapis en même temps qu'elle te parle et qu'elle boit un jus du bio et qu'elle te dit, tu sais, il faut avoir confiance en toi. Ça n'existe pas. Cette dame n'existe pas. Mais c'est pas grave. C'est tout le principe de la série. C'est qu'on a une sorte d'imaginaire. Il y a un truc un peu cathartique. C'est-à-dire, quand on regarde la série, on se dit, oh, ce serait bien d'avoir cette vie-là. Mais en fait, elle n'existe pas, cette vie-là. C'est le problème de la série. C'est que jamais elle n'arrive à se confronter au réel. Et quand elle se confronte au réel, c'est un peu ridicule. Pour revenir à la comparaison avec Le Diable s'habille en Prada, il y avait au moins un personnage qui était vaguement nous, qui était cette nana qui arrive et qui n'a rien à voir avec ce monde-là. Là, il n'y a pas ça, de toute évidence. Même, je pense que c'est l'impression que ce monde-là n'existe pas. Moi, dans ma grande carrière, je travaille dans un magazine féminin, ça n'existe pas, ça. C'est-à-dire que c'est un magazine féminin. Non, mais excuse-moi, mais Modes et Travaux n'est pas proprement parlé un magazine féminin. C'était pleine vie. Mais on est vraiment dans un truc où elle fantasme, c'est une sorte de fantasme du magazine féminin, où il y a une pièce remplie de vêtements, remplie d'accessoires, où on peut aller papoter entre copines, entre 2 articles. Il y a un truc qui est assez fascinant pour ça, c'est que je pense que la série, elle se situe, à mon avis, quelque part entre le premier et le deuxième degré. À la fois au premier degré elle est inregardable, à la fois au deuxième elle devient un peu cynique, et c'est dans ce balancement entre les deux que le plaisir de la série est là. C'est con. Je suis pas du tout d'accord, je la trouve pas du tout cynique cette série, mais au contraire, et je trouve que justement ce monde, et je suis d'accord avec toi, c'est un monde qui n'existe pas, mais justement c'est un monde vers lequel on voudrait tendre en fait, c'est-à-dire au bout d'un moment où c'est des gens qui s'entraident, c'est des gens qui sont plutôt positifs les uns avec les autres. Je parle dans la représentation de l'époque et du... la représentation de l'époque, non, c'est dans les thématiques qui sont abordées. À un moment, il y a un personnage dans la saison 2, le personnage de Sutton, qui a peur d'avoir une progression
au niveau de son travail, sous prétexte qu'elle avait couché. Enfin, tout le monde l'accuse d'avoir une progression parce que en gros, c'est du slut shaming. Donc, moi, je trouve que c'est des sujets quand même. Non, au contraire, ils abordent des sujets qui sont vraiment dans l'air du temps. Après, encore une fois, ils sont pas du tout subtils sur la manière dont ils l'abordent. Pas du tout réalistes dans la manière dont ils l'abordent non plus. Si. Enfin, je vous appelle sucré, quoi. Enfin, c'est très joli, c'est très bien. Ça tombe ça. Moi, j'ai une conversation avec ma collègue. Cette série m'a été citée il y a peu dans cette même émission comme la feel good série à regarder. Mais c'est ça. C'est furieusement feel good, mais de manière un peu trop sucrée. Mais vraiment, il faut le regarder comme ça, comme une sorte comme une grenadine dont on aurait mis beaucoup trop de. Regardez-le, sauf si vous avez du diabète, en fait. Ouais, en même temps, ce que je trouve assez fort, c'est que la série a lancé un mouvement qui était un peu le mouvement de l'année, qui est la bienveillance. C'est une série qui n'est que bienveillance avec les personnages, que bienveillance entre les personnages. Tout se termine par un câlin, un bisou, un soutien, tout ça. Ça produit un truc bisounours qui est assez chouette à regarder. La série a été récompensée au Teen Choice Award, de ce que vous êtes en train de me raconter, ça s'explique, mais également au GLAAD Media Awards. C'est-à-dire cette série a cette portée-là également. Avec le personnage. Parce que vous êtes en train de dire que le message est quand même souvent pas très subtil. Non, mais le personnage. Pas subtil, mais il est intéressant le message. Il est encore une fois, il est pas amené. C'est pas dans les entre les lignes de la lecture. Je sais pas comment dire, mais c'est pas assez. Entre les lignes de la lecture. Mais t'as compris. Vous avez tout compris. C'est pas ça. C'est juste amené très très franchement. Mais encore une fois, les sujets abordés de manière simple sont importants à aborder parce qu'encore une fois, je pense que sincèrement, tout le monde n'a pas les codes, tout le monde n'a pas le vocabulaire et qu'à un moment donné de dire aux gens on va vous expliquer très calmement et avec quelque chose d'un petit peu sucré, c'est pas grave en fait, si ça fait mieux passer la pilule, mais en soi moi je trouve que c'est pas plus mal d'essayer un tout petit peu de vouloir élever aussi un peu tout le monde, ça me dérange pas du tout. Ouais, et en même temps il y a un truc qui est assez étrange dans cette saison 2, c'est qu'il y a toute une satire et une critique notamment de tous les nouveaux médias journalistes un peu badass, un peu vénères. C'est écrit dans tous les pitchs. Et les problèmes des réseaux sociaux. Voilà, les problèmes des réseaux sociaux, il y a une sorte de je sais pas, de Vice un peu, il y a un truc qui s'appelle Insight où en gros la jeune héroïne va travailler là-bas et en fait étrangement on pourrait dire c'est une série dans l'air du temps qui va donc valoriser ça, qui va montrer justement comment les nouveaux journalistes arrivent, et en fait pas du tout, c'est une vision quasiment cauchemardesque où on lui truque son article, où il y a une sorte de quête pour le buzz, et voilà, j'ai l'impression qu'en plus que la série elle est un peu le cul entre deux chaises, c'est-à-dire qu'à la fois elle est fascinée par tout ce qui est contemporain, les réseaux sociaux, Snapchat, je pense qu'il n'y a pas un épisode où on nous parle pas de bullying sur internet, de trolls, de trucs comme ça, de mèmes, et en même temps elle est un peu rétrograde dans cette vision-là, c'est-à-dire qu'elle nous explique que c'est hyper dangereux, qu'il faut faire très attention, que les pure players aujourd'hui, que tous ces magazines-là sont en recherche de buzz. Donc il y a une sorte d'entre-deux qui est très américain aujourd'hui, mais qui reflète à mon avis assez bien une certaine pensée de l'état des médias aujourd'hui. Il y a Perrine qui hoche à côté. Pas dans le bon sens. Non, pas dans le sens. Non, je suis pas d'accord. Enfin, je trouve que non. Encore une fois, juste pour être pas d'accord avec. Mais oui, mais complètement. Je suis pas d'accord. C'est juste que encore une fois, je trouve que c'est très bien justement cette espèce d'insight qui est, au lieu d'être glorifié, mis comme un exemple absolu de la presse actuelle. Oui, on va pas se voiler la face. Sur Internet, il y a quand même beaucoup de choses qui sont ce qu'on appelle des putaclics. Enfin, il y a quand même pas mal de. Je peux en citer. Et je trouve que certains de ces sites, Vice notamment, et d'autres, parfois peuvent être très vulgaires dans leur façon d'amener les choses, mais je cite là, mais il y en a plein d'autres, et encore une fois. Et le magazine féminin, c'est merveilleux. Non, parce que justement, Scarlett, c'est un faux magazine, c'est quelque chose qui n'existe pas, et c'est quelque chose qui pourrait être, justement, c'est presque un but à atteindre, c'est-à-dire qu'il faudrait qu'il y ait ce type de magazine qui parle à la fois de sujets de société, qui à la fois soit positif, qui à la fois soit bienveillant, qui à la fois ne mette pas les femmes, justement, comme la majeure partie des magazines féminins, qui ont tendance au contraire à faire comprendre aux femmes qu'elles sont grosses et moches et qu'elles y arriveront jamais. Au bout d'un moment, je trouve qu'il y a on nous explique tout le long dans la série que ce magazine a changé la vision des femmes, que l'héroïne notamment dit c'est grâce à elle que je suis devenue une femme comme ça. Donc il y a quand même cette idée de glorifier le magazine féminin face dans cette deuxième saison, face quand même dans une deuxième saison à tous ces nouveaux médias qui sont vus comme des trucs un peu pourris, un peu fouille-merde. Donc il y a une sorte de dichotomie qui est un peu maladroite, mais comme tu dis, c'est pas subtil en fait. Y a-t-il des personnages masculins? Parce que je vous entends parler là depuis tout à l'heure de. Oui, leur intérêt c'est d'être des beaux garçons. C'est à peu près ça c'est le sens de ma question. Oui, et d'ailleurs c'est marrant, il y a c'est la nouvelle plante verte. C'est la nouvelle plante verte. Ce sont des hommes-objets véritablement. Et d'ailleurs il y a une réplique assez drôle dans la saison 2 où un personnage dit tiens, je suis en train de faire un homme-objet. Elle dit bah c'est pas grave. Voilà, il y a ce moment un peu rigolo. Il y a donc le fameux Richard qui est donc au board member, donc membre du conseil d'administration du journal, et dont Sutton est amoureuse et leur histoire est impossible. Donc c'est une sorte de 50 nuances degrés
degré, mais alors très 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 gentil, hein, c'est-à-dire très soft. Sans même missionnaire. Hein, sans missionnaire, exactement. Sans même fessé, je crois que la fessée. 50 nuances de mou, en fait. 50 nuances de mai. Hein. 50 nuances de mai. Faisons un sexual agreement, parce que c'est ça, hein, le sujet. C'est est-ce qu'il faut signer un papier pour coucher avec son patron? Et puis, il y a quoi? Il y a qui d'autre? Il y a le copain journaliste black plutôt sympathique, cool et bon ami, mais bon pote, qui arrivera jamais à baiser. Il y a le médecin là maintenant. Il y a un médecin. Et lui il est pas mal. C'est un peu Docteur Mamour, Docteur Mamour d'Asie. Je savais qu'il te plairait. Il est pas mal. Moi j'aime bien. Et un médecin qui est vraiment un mec bien, tu vois, parce qu'il a à la fois une clinique et en même temps une clinique gratuite et il aide les gens. Il a un sourire parfait, il a des biceps, mais il a le temps quand même d'aller faire des photos pour le magazine Scarlet pour montrer les hommes vrais et les hommes bons. C'est improbable, hein, vraiment, à raconter comme ça. Alors, je vais donc réitérer la question que j'ai posée en début d'épisode. Pourquoi, tous les deux, vous m'avez dit, il faut absolument qu'on parle de The Bold Type? Parce que moi, j'aime vraiment bien. Alors, lui, il a l'air de faire marche arrière totalement, mais moi, j'aime vraiment bien cette série. Je la trouve très agréable. Tu es d'accord avec moi que c'est quand même difficile à regarder au premier degré? Je suis hyper premier degré. Oh, c'est vrai comme meuf, t'es hyper premier degré. Non, mais il y a un truc au deuxième degré, c'est une sorte de... Vous savez, c'est comme les bonbons dégueulasses qu'on mange. C'est-à-dire que c'est pas bon, mais on les mange quand même. Et puis non, on mange pas de bonbons dégueulasses, Ronan. Personne ne fait ça. Ok. Donc, l'alcool, Perrine dégueulasse, voilà. Vous savez, un mauvais alcool. Pourquoi moi, tu me regardes l'alcool et les autres, les bonbons? Parce que je connais mes... Voilà. Bah, dis le rosé, du coup. Voilà, le rosé. Alors oui, parfois, il y a des rosés, mais justement, tu mets des glaçons dedans, c'est plus vraiment du rosé. C'est un rosé pamplemousse. Voilà, c'est un rosé pamplemousse. Mais non! Cette série est un rosé pamplemousse. Mais non, c'est un rosé piscine, c'est une piscine de rosé. Non, mais c'est un rosé pamplemousse, c'est exactement ça. Appelez-moi les gens de Bold Type, je vous ferai la promo. This is the rosé pamplemousse. Non, c'est une série rosé pamplemousse. C'est-à-dire que c'est pas bon, mais c'est bon quand même. Est-ce que c'est une erreur de dire que ça lorgne clairement du côté de Sex and the City, mais qui serait un peu nouveau, un peu moderne, à l'époque où maintenant on fête les 20 ans de cette série, que tout le monde crache dessus? Oui, c'est vrai, maintenant c'est devenu un sport national de cracher, enfin international en tout cas, de cracher sur Sex and the City, comme si ça n'avait rien fait à un moment donné, alors que oui, maintenant si on regarde Sex and the City, il y a des choses qui sont plus tout à fait potentiellement valables, mais on peut pas reprocher à une série d'avoir été dans son temps. Donc et en soi, oui, ça lorgne. Pour moi, c'est clairement le nouveau Sex and the City. Pareil, elle porte des tenues comme les filles de Sex and the City où vous avez tu veux dire un tutu nude dans les rues de New York? Ouais, c'est ça. Non mais voilà, on avait Sarah Jessica Parker. Elle est complètement capable de mettre ça. Hein, ah moi je peux, oui, mais toi aussi, Charline d'ailleurs. Un tutu dans les rues de New York. Bien sûr. Tu penses? Oh là là. Non mais voilà, il y en avait Sarah Jessica Parker qui avait juste une colonne dans je sais pas quel magazine et qui se payait des Manolo Blahnik toutes les semaines. Puis elle bossait, tu sais, avec son ordinateur, comme ça, avec un pull à demi ouvert. Enfin, elle vivait devant sa fenêtre. Elle vivait dans un truc de pièce sans cuisine, hein, quand même, rappelons-le. Mais la cuisine, on n'a pas besoin, elle prenait que du takeaway parce qu'elle est riche. Dressing. C'est pareil, hein, l'appartement des meufs de The Bold Type, je sais pas comment elles se le payent. Hein, il y en a une qui sont en coloc et puis il y en a une, on a dit que c'est séparé. Elles sont en coloc dans un appartement qui. Il a pas l'air très grand. Oh si, Perrine. Il est plus grand que chez toi déjà. Bah. Voilà. Mais non, c'était le cas dans Friends aussi. Oui, mais personne. C'était expliqué. C'était l'appartement de la grand-mère. Mais c'est pas expliqué. Sauf que là, c'est vrai que dans la série, ça peut être un peu perturbant dans le sens où l'idée de l'argent, par exemple, est très importante aussi. C'est-à-dire qu'on a un personnage qui clairement n'a pas les moyens. Elle tient beaucoup à son travail. Elle tient beaucoup à l'avoir parce que justement, sinon financièrement, elle tiendrait pas du tout. On n'a pas justement, on a plus une réalité économique quand même avec ce personnage-là. D'acheter des jus bio tous les matins, quoi. C'est un peu ça. Ça faut qu'elle arrête. Mais qu'elle achète un extracteur de jus. Je pense que vraiment l'investissement. Donc on en revient à Sex and the City. Oui, la référence, c'est celle-là. Ça et un peu de Gossip Girl pour le deuxième degré, un peu ironique sur justement ce monde de paillettes, de strass. Elle est pas d'accord. Vous êtes encore pas d'accord du tout. Tu vois, je l'ai dans mon angle mort là, comme ça je la vois pas. Et qu'est-ce qu'elle a? Elle est pas contente de quoi? Encore une fois, je trouve pas ça ironique du tout comme série. Elle est tellement premier degré. Et Ugly Betty, non, peut-être pour les dessous du magazine ou pas du tout? Là, c'est trop cynique. Ugly Betty, c'est du 4e degré. Mais moi, je pense vraiment que la série s'écrit. Les mecs qui écrivent ça sont un peu en train de se marier quand même. Mais j'espère, mais encore une fois, je te dis, c'est un monde qui n'existe pas et vers lequel on voudrait tendre. Donc évidemment, si tu cherches absolument le réalisme dans cette histoire, tu vas être très déçu. Hein. Tu vas être triste. Okay. Elle a tapé du poing sur la table en pleurant. Je peux rien faire. Non, elle a pas tapé du poing sur la table, elle a tapé avec sa main dans sa main. Ah oui, c'est vrai. C'est ça qu'on ne l'a pas entendu. Oui, c'est vrai. La tradition le veut. Je vous demande donc une recommandation. Et ben moi je voudrais vous recommander en fait l'origine de toutes ces séries-là qui à mon avis est bien meilleure et encore bien meilleure à regarder aujourd'hui. Ally McBeal de David Hugh Kelley qui est formidable. Tu l'as re-regardé récemment? Oui. Et j'aime énormément. C'est très très drôle. C'est vraiment une série sur la névrose justement d'un personnage féminin qui serait parfait, et qui rate tout en permanence. C'est très très drôle, très réussi. Surtout ça. Tu trouves que ça a bien vieilli? Ouais, très bien.
Il y a du Barry White, c'est un peu cool. Donc tout se contredit dans ce que tu dis en fait. Pardon, mais non, moi j'ai vraiment en la revoyant, il y a vraiment une finesse d'écriture. Ça fait beaucoup penser, notamment au grand film de Billy Wilder dans son écriture sur le fantasme. C'est vraiment l'histoire d'un personnage qui fantasme sa vie et qui se rend compte que la réalité est un peu plus triste qu'elle n'est. Mais oui, puisque en fait dans l'histoire, elle est quand même avec Robert Downey Jr. qui est au top de ce qu'il peut faire de magnifique, et elle finit avec John Bon Jovi. Donc c'est quand même c'est la vie. Life is a bitch and then you die. Effectivement. Et ben c'est exactement ça quand tu regardes my life, comme dirait Bon Jovi. Putain, c'est du Bon Jovi, on est au top de la saison pour l'émission. Non, il y a vraiment un truc assez génial à revoir, et surtout je trouve que c'est vraiment la grand-mère de The Bold Type. La grand-mère, elle appréciera. Calista, si tu nous écoutes, elle a quel âge Calista maintenant? Je sais pas. 55, 60? Je sais pas, 30 ans de moins que Harrison Ford. Donc 25. Comme ça, ouais, 25. Ok, donc là on fait l'enchaînement total, c'est-à-dire les plus jeunes que. On est miso, on y va. Les vieilles. Voilà, ok. Perrine? Je vais prendre le contre-pied total, c'est-à-dire que là on a, et j'insiste sur The Bold Type, qui est cette vision rêvée positive, etc. de ces femmes. Ouais, de fake news. Mais après j'ai envie de m'intéresser à un autre personnage féminin de série qui pour le coup elle est vachement ancrée dans la réalité et dans la version un peu sombre de la réalité. C'est le personnage de Fleabag en fait, de Phoebe Waller-Bridge. Clairement on n'est pas du tout dans la même réalité que les personnages de The Bold Type, et justement je pense que c'est très intéressant de voir les deux en combo. Pas forcément en même temps, parce que c'est pas facile à regarder deux séries. Enfin, peu importe, mais j'arrête, cette blague était très très nulle. Elle était bien partie, on était sur l'autoroute du rire et hop, on a calé. C'est fou. Oh là, les charnières. Et donc, mais voilà, en fait, je trouve que c'est intéressant de faire les deux, c'est-à-dire vers quoi on peut tendre, vers quoi, et quelles sont les thématiques actuelles qu'on entend parler, les mots qu'on utilise dans l'air du temps, qu'on retrouve dans The Bold Type, et la réalité plus de ce que c'est que la vie, et comme on disait tout à l'heure, Life is a bitch et Then You Die, ça c'est plus Fleabag, et on se sent beaucoup plus proche de ce personnage là finalement. Donc en fait voilà, on est des Fleabag qui voudraient tendre vers The Bold Type. Et moi personne me le demande jamais, mais du coup je m'en fous, je le dis quand même parce que personne ne va me couper la parole. Si vous voulez vraiment du feel good, regardez la saison 2 de Queer Eye sur Netflix. Oui. Des larmes, du bonheur, voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. Personne ne me contredit. Voilà. Jonathan pour toujours. Voilà. Comment s'appelle le coiffeur? Jonathan. Voilà. C'est Jonathan. Quelle passion. Franck Provo. En parlant de ça, non, on n'a dit pas d'attaque sur le physique. Allez, next épisode, c'est terminé. Merci beaucoup Perrine Kenson, merci Renan Cros. Rendez-vous mardi prochain. Bye bye. François Truffaut disait que Johnny Guitar avait été fait sur mesure pour John Crawford. Tous les premiers lundis du mois à 19h sur Séance Radio, retrouvez Flashback. Le film a en effet la réputation d'être le tournage le plus dangereux de l'histoire du cinéma. Pour tout connaître de l'actualité des grands classiques du 7e art. Avec Antoine Cyr et Antoine Julien, et sur toutes les applications podcast.